Dans cette vidéo, nous allons nous demander quelle politique conjoncturelle choisir. Voici des problématiques correspondant à ce chapitre. Les objectifs, le plan. Nous analyserons dans un premier temps les principaux déséquilibres macroéconomiques, leurs instruments de mesure et leurs liens avec la demande globale. Les élèves qui n'ont pas participé à la semaine des échanges ont déjà quelques bases. Tant mieux, ce sont nos experts. Dans un second temps, nous distinguerons deux types de politiques conjoncturelles en fonction de leurs objectifs, de leurs outils et de leurs éventuelles limites. En classe, un travail de groupe permettra de comparer la situation économique de différents pays et de relever les avantages et limites des politiques conjoncturelles dites de relance et d'austérité. Quels sont les principaux déséquilibres macroéconomiques? La situation économique d'un pays, ou sa conjoncture, résulte au cours d'une brève période des relations entre les agents économiques du pays et celles nouées avec d'autres pays. La conjoncture d'une économie peut être appréhendée par le niveau de production de richesse mesuré par le PIB. La conjoncture peut être caractérisée également par des déséquilibres macroéconomiques. Les trois principaux sont le chômage, l'inflation et le déséquilibre extérieur. Comment mesure-t-on le chômage, l'inflation et le déséquilibre extérieur? Le chômage désigne l'état d'un individu ou d'une population privée involontairement d'emploi. Cette définition générale appelle quelques précisions. Ainsi, pour le BIT, Bureau international du travail, un chômeur est une personne sans travail, qu'il s'agisse d'un emploi salarié ou non salarié, qui est disponible pour travailler dans un emploi salarié et qui recherche un emploi, c'est-à-dire qui a pris des dispositions de recherche d'emploi. Pour mesurer le niveau de chômage, les économistes calculent le taux de chômage, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active multiplié par 100. La population active regroupe l'ensemble des personnes âgées de 15 ans et plus, déclarant exercer ou chercher à exercer une activité professionnelle rémunérée, qu'elle soit salariée ou non salariée. En France, l'INSEE effectue ce calcul. Ainsi, en 2017, le taux de chômage s'élève à 9,6% de la population active. Le chômage est toujours le résultat d'une offre de travail émanant des ménages supérieure à la demande de travail des entreprises. La quantité demandée de travail par les entreprises est inférieure à la quantité offerte par les ménages. L'inflation désigne la hausse durable et généralisée des prix. Les causes générales de l'inflation sont une demande supérieure à l'offre, une hausse des coûts de production des entreprises, une hausse de la quantité de monnaie supérieure à celle de la production. De plus, un mécanisme cumulatif existe, une hausse des prix entraîne une hausse du prix des consommations intermédiaires et des salaires, car les salariés revendiquent le maintien de leur pouvoir d'achat, donc une hausse des coûts de production, donc une hausse des prix, donc l'inflation entraîne toujours une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. L'inflation est mesurée en France par l'INSEE, en calculant l'indice des prix à la consommation. Comme vu en classe de seconde, il s'agit de suivre l'évolution des prix d'un panier de produits, de les pondérer, c'est-à-dire de leur accorder un poids plus ou moins important en fonction de coefficients budgétaires, et d'exprimer l'écart en indices.
le taux d'inflation annuel est l'écart entre l'indice des prix à la consommation d'une année à l'autre, exprimé en pourcentage. En 2017, le taux d'inflation est de 1,4%, c'est-à-dire qu'en moyenne, les prix des biens et services ont augmenté de 1,4%. Le déséquilibre extérieur. Nos économies sont désormais ouvertes sur l'extérieur. De nombreux échanges de biens, de services, de capitaux, le facteur capital, mais également de facteurs travail, l'exemple des travailleurs frontaliers et familiers, sont réalisés. Tous ces échanges s'effectuent quotidiennement. Un déséquilibre extérieur existe dès lors que le flux exporté n'est pas égal au flux importé. La balance des paiements mesure ces flux. Elle peut être déficitaire. Les importations de biens, services et capitaux sont supérieures aux exportations de biens, services et capitaux. Elle peut être également excédentaire. Les importations sont inférieures aux exportations, ou à l'équilibre. Les importations égalent les exportations. Comment les déséquilibres macroéconomiques sont-ils liés à la demande globale? Souvenons-nous, en macroéconomie, la demande globale agrège l'ensemble des emplois de la production, c'est-à-dire la consommation finale issue des ménages et des administrations publiques, l'investissement ou formation brute de capital fixe, les exportations et la variation des stocks. On peut alors distinguer la demande interne, c'est-à-dire la consommation finale, l'investissement et la variation des stocks, de la demande externe, c'est-à-dire les exportations. La dynamique de la demande globale peut expliquer les déséquilibres macroéconomiques. Toute chose égale par ailleurs, si la demande externe augmente, alors les stocks diminuent et le niveau de production augmente. Donc l'emploi également, d'où une baisse du chômage, mais également une hausse des investissements. En effet, pour produire, il faut combiner les deux facteurs de production. De même, si la demande interne augmente, le même mécanisme peut se mettre en place, qui conduit à une hausse de l'emploi, une hausse de la formation brute de capital fixe ou investissement. Mais à une condition, et celle-ci est importante. Il faut que cette demande interne soit adressée à des agents économiques nationaux. Si ce n'est pas le cas, la demande interne est satisfaite par des importations, ce qui peut détériorer l'équilibre extérieur et accroître un déficit extérieur. Inversement, lorsque la demande globale diminue, qu'il s'agisse de la demande externe ou interne, les stocks augmentent et le niveau de production diminue. L'emploi également, donc le chômage augmente. De même, on assiste à une baisse de la formation brute de capital fixe. Si la baisse des importations est plus rapide que celle des exportations, alors on assiste à une baisse du déficit extérieur. Face à ces déséquilibres macroéconomiques, l'État peut exercer sa fonction de stabilisation de l'activité. Mais quel choix opérer? Comment les pouvoirs publics peuvent-ils réguler l'activité économique? Tout d'abord, les différentes politiques économiques que le pouvoir politique peut mettre en œuvre peuvent être regroupées en deux grandes catégories. Les politiques économiques se décomposent en politiques structurelles,
dont les objectifs sont à long terme, que nous ne traitons pas ici, et les politiques conjoncturelles qui visent à réguler l'activité économique à court terme. Ce sont ces dernières que nous étudions dans ce chapitre. Elles constituent les instruments de la fonction de stabilisation des pouvoirs publics. Les politiques conjoncturelles se décomposent en deux instruments, les politiques budgétaires et les politiques monétaires. Toutes deux peuvent être classifiées grossièrement en deux groupes en fonction de leur objectif. Les politiques conjoncturelles dites restrictives ou d'austérité et les politiques conjoncturelles d'expansion ou de relance. Mais voyons tout d'abord leurs outils communs.